De Madame Jeanne Kwame Adjé-Bonois en passant par Nana Aluseni à Bamako, sans oublier Ousmane Doumbia, Yamoussoukro et Orgéry Campio à Kinshasa. Vous êtes assez nombreux chaque matin à nous accorder votre suffrage de temps et nous vous en remercions pour cela. Aujourd'hui, c'est mercredi. Aujourd'hui, je ne suis pas seule comme d'habitude, en compagnie de ce bel homme à mes côtés, Monsieur Govoy. Bonjour à vous. Je vais fondre, je vais fondre. Non, faut pas. Bonjour à tous, bonjour Alix. Bonjour. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le mercredi 13 novembre 2019 et vous êtes à Matin Bonheur, l'émission qui est la plus proche possible, qui est tellement proche de vous qu'elle est plus proche de vous que votre télécommande. La preuve, regardez l'image du jour, s'il vous plaît, avec une affaire de télé, cette fois de 1990 à 2017. Que de changements. Que de changements. De part et d'autre. De part et d'autre. Hein. Avec 1990, une télé compacte et puis 2017... Des téléspectateurs sveltes. Ça en dit beaucoup sur le thème de ce jour, mesdames et messieurs. La consommation de la télévision. Absolument. On ne consomme plus la télé en 1990 comme en 2019. Aujourd'hui, il y a les smartphones. On peut voir Alix à tout moment de la journée. On n'attend plus la rediffusion uniquement de la télé. Ça a changé beaucoup. C'est ça. La télévision a été décentralisée. Quand on se rappelle que la nôtre a fait son ouverture ou son apparition dans vos ménages à partir de 1962 et 1966, effectivement, vous avez eu les premières images chez vous. On espère que maintenant vous consommez la télévision à souhait, mais faites aussi attention à, quand vous êtes devant la télévision, à ne pas grignoter tout et n'importe quoi pour aussi maintenir sa santé en bon état. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? C'est vrai, vous vous posez la question quand vous regardez votre télévision. On va parler bien sûr de diabète. Mercredi, exceptionnellement, on va parler de santé parce que demain, le monde entier commémore la journée internationale de la lutte contre cette maladie qui fait beaucoup peur à une bonne frange de la population. Et le docteur Sibahi sera notre invité pour en parler. Mais avant, on aura d'autres manchettes dans cette émission, ma très chère Alix. Eh oui, première manchette d'ailleurs, ce sera du sport, le fitness avec notre cher coach Lanzeni. Mais avant, vous retrouverez le premier point de l'actualité nationale avec Mr. Friday aujourd'hui, vu que notre cher Régis Kofi était affrété pour l'émission RTI 1 reçoit. Allez, aujourd'hui, hein, si vous avez oublié, c'est aussi une journée internationale, la journée internationale de la gentillesse. Ouh là 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 là. Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous faites des cadeaux souvent? Est-ce que vous êtes toujours dans la bonne humeur? Est-ce que vous partagez, vous répondez l'amour autour de vous? Vous êtes en train de vous décrire là? Un peu quand même. Un peu, merci beaucoup. Non, merci. mais beaucoup, je dirais. De toute façon, Alix me fait beaucoup de compliments. J'ai l'impression qu'elle va me demander quelque chose. Non, du tout, mais du tout. Journée mondiale de la gentillesse. Est-ce qu'on est gentil en Côte d'Ivoire? De plus en plus, hein. Et on va dire depuis la nuit des temps, parce que c'est la terre de l'hospitalité par excellence. Donc les Ivoiriens sont gentils de nature. Les Ivoiriennes sont gentilles, hein. Que oui, peu importe vrai. le quartier où elles sont, à Yopougon. Peut-être que est-ce que les hommes de Yopougon sont plus gentils qu'à Bobo? Quelle est la commune la plus gentille d'Abidjan? On va lancer les Olympiades de la gentillesse, pourquoi pas? Tout à fait. Avec toutes les communes de Côte d'Ivoire, les villes et tout ça, on saura quelle est la ville la plus gentille. Mais pour l'heure, lui, c'est un gentilhomme aussi qui vous offre des informations. Présentateur gentil. Oui, en compagnie de Mr. Friday, on aura beurre de karité. Ah, il n'en démord pas. Il n'en démord pas. Un jour, voilà. on vous expliquera cette affaire de beurre de karité. Au-delà de son beau teint ébène, il y a d'autres choses derrière. D'accord. C'est le flash. Matin Bonheur, c'est la bonne humeur, c'est justement la gentillesse. Tous les jours de 5h55 à 7h30. Et voici un présentateur gentil pour le flash. Gentil également. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point de l'actualité au cœur de Matin Bonheur. Le chef de l'État a échangé hier mardi au palais de la présidence de la République avec l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire. Abdoulahat Sourang a indiqué être venu faire ses adieux au chef de l'État après avoir passé 6 années en terre ivoirienne. En sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Côte d'Ivoire, il a exprimé par la même occasion son infinie gratitude pour tout le soutien dont il a bénéficié de la part du président Alassane Ouattara tout au long de sa mission. Le vice-président de la République a procédé également hier mardi à Abidjan au lancement d'un atelier régional des parlementaires, un atelier sur le renforcement des systèmes en faveur de l'allaitement exclusif des enfants jusqu'à 6 mois en Afrique de l'Ouest et du Centre. En tant que parlementaire, vous êtes les garants des intérêts des populations à travers le contrôle et l'appui de l'action gouvernementale. À ce titre, vous êtes donc des partenaires incontournables pour la création d'un environnement
conditions propices à l'allaitement, a déclaré Daniel Cablan Duncan à l'ouverture des travaux qui vont durer 48 heures. Selon Daniel Cablan Duncan, ces députés doivent être des acteurs du changement durable en contribuant à mettre fin à toutes les formes de malnutrition dans le cadre de l'élaboration et des votes des textes et lois. Ils ont prêté serment en jurant d'exercer leur métier avec honnêteté, discipline et probité. 9 nouveaux avocats viennent de renforcer l'effectif des avocats militaires de Côte d'Ivoire. La prestation du serment s'est déroulée au tribunal militaire d'Abidjan. On voit tout cela avec Abou Sanogo. 9 nouveaux défenseurs militaires et experts issus de la police, de la gendarmerie et de l'armée de l'air viennent renforcer les rangs des avocats militaires de Côte d'Ivoire. Et ils sont désormais tenus sous les peines prévues par la loi de garder le secret des renseignements d'ordre confidentiel qui seraient révélés à l'occasion de leur fonction. En prêtant serment, ils ont juré en tant qu'avocats militaires d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité dans le respect des tribunaux, des autorités publiques et les règles de leur code. À travers la responsabilité qui nous attend, il dit que nous sommes dans un monde nouveau et que l'avocat devait voir la chose de façon nouvelle. On va s'atteler à être à la hauteur des espoirs placés en chacun de nous pour que triomphe la justice militaire. Les impétrants ont bénéficié des conseils de leurs dévanciers. Soyez soumis à la voix de votre conscience. Soyez soumis à votre indépendance. L'avocat est celui qui est attaché au serment. Et le serment est assez caractérisé, caractériel, des valeurs de probité, de moralité. L'avocat militaire aura pour mission d'aider le commandement à prendre les bonnes décisions, d'éclairer le commandant autant qu'il peut, pour que partout, quelles que soient les circonstances, se manifeste la vérité. C'est le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessikwame, qui leur a donné acte de leur serment et les a installés dans leurs fonctions d'avocat et d'experts médico-légaux près le tribunal militaire et les autres juridictions. Soyez des avocats d'une société militaire nouvelle. N'attendez pas, par exemple, que les militaires viennent à vous quand ils ont des problèmes avec la justice. Allez vers eux. Le bon avocat, c'est celui qui n'attend pas d'accompagner un militaire devant le tribunal, mais c'est celui qui empêche que ce militaire aille devant le tribunal. Expliquez-leur le code civil. Faisons en sorte que notre loi et nos forces se conjuguent ensemble pour faire ce qu'on appelle l'institution d'un état de droit. Par ailleurs, la loi prévoit que le recours aux avocats militaires est gratuit. Ils ne rendent compte qu'à la seule autorité de la loi et l'exercice de leur devoir d'avocat militaire. Sur plusieurs demandes, ces 9 avocats militaires ont été choisis après des enquêtes minutieuses. L'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a fait des heureux. 3 enseignants-chercheurs ont été primés. Les travaux récompensés ont porté sur les risques sanitaires de la consommation du lait, la consommation par enrobage des racines de manioc, entre autres. Didier Nguessan. Séverin Ngueta, Atoblakwa et Désiré Adjouman sont les 3 lauréats de la bourse de recherche de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, édition 2019. Ils ont été distingués parmi 23 enseignants-chercheurs postulants. Les 2 premiers prix ont reçu respectivement des bourses de 3 millions et 2 500 000 francs CFA pour leur solution aux pertes post-récolte et leur contribution à la sécurité sanitaire des aliments. Le 3e prix, doté d'une enveloppe d'1 500 000 francs CFA, contribuera, selon le jury, à apporter des réponses à la problématique identitaire qui mine la société ivoirienne. Travailler pour savoir si le thé, le lait que nos parents mangent dans la rue ne contribue pas à les tuer. Vraiment, je suis heureux que l'ASCAD ait aidé ces gens à produire, à connaître ce genre de travaux qui sont pour la Côte d'Ivoire. Les lauréats sont reconnaissants pour cet appui financier. Merci encore à l'ASCAD. Ce prix va nous permettre d'aller encore plus en avance et permettre certainement d'obtenir des résultats qui vont certainement aider plusieurs personnes au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment heureux, même ému. Et je remercie sincèrement du fond du cœur l'ASCAD pour tout ce que l'ASCAD fait pour les jeunes chercheurs.
Ces 3 nouveaux boursiers portent à 18 le nombre de bénéficiaires de la bourse de recherche de l'ASCAD depuis sa création en 2013 pour près de 70 millions de francs CFA attribués. La Côte d'Ivoire s'engage à réduire la déforestation et la dégradation des forêts liées à la production extensive de cacao. À Abidjan, une réflexion sur l'agroforesterie a été initiée par le ministère des Eaux et Forêts et ses partenaires. La technique devrait aider les paysans à diversifier leurs revenus. Les détails de la rencontre avec Francis Boifo. Associer des arbres et des cultures sur une même parcelle. Cela s'appelle l'agroforesterie. Le Conseil du café cacao soutient l'initiative. Nous avons donc pris l'engagement de planter environ 1 million d'arbres chaque année. C'est-à-dire qu'environ 50 000 hectares de vergers de cacao seront couverts par les arbres. Donc les plantations de cacao vont cohabiter donc avec les arbres et cela va contribuer donc à inverser les tendances actuelles. L'agroforesterie présente des enjeux pour les chaînes de valeur et devrait améliorer les revenus des paysans. Essayer de diversifier l'économie du planteur, mais déjà les planteurs doivent trouver les débouchés pour les autres produits. C'est comme ça que nous parlons des chaînes de valeur. Et les débouchés pour les autres produits, c'est par exemple, si moi je mets les arbres à croissance rapide, je vais fabriquer du charbon, est-ce que j'ai le marché pour le charbon? Si je vais mettre les arbres fruitiers et je produis des fruits, est-ce que j'ai le marché pour les fruits? Le gouvernement ivoirien privilégie l'agroforesterie, ce nouveau mode d'exploitation des terres agricoles, pour réhabiliter le couvert forestier d'ici à 2030. Il s'agira d'ici 10 ans de pouvoir réhabiliter au moins 1 million d'hectares de vergers cacaoyers, mais profiter de cette occasion pour introduire dans les plantations régénérées des arbres forestiers. Cela va donc contribuer largement à l'atteinte de nos objectifs qui sont fixés à près de 3 millions d'hectares d'ici l'horizon 2030. Cette rencontre, organisée par l'ONU Environnement, la facilité RED+ de l'Union européenne et le ministère des Eaux et Forêts, permettra de clarifier les besoins et opportunités de développement des chaînes de valeur, des produits forestiers et agroforestiers. Du sport, du football, avant de refermer cette page d'information. La Côte d'Ivoire ne participera pas aux Jeux Olympiques de 2020. Les éléphantes se sont inclinées face au Cameroun sur le score de 2-1 hier mardi après-midi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. La rencontre s'inscrivait dans le cadre du match retour du 4e tour des éliminatoires des Jeux Olympiques qui se tiendront à Tokyo, au Japon, en 2020. Et c'est tout pour ce point d'information. Je vous retrouve dans une demi-heure. Merci Abdoulaye. Hélas, c'est vraiment dommage pour nos éléphantes qui jouent avec beaucoup d'hardiesse pour nous emmener loin, mais malheureusement. Malheureusement. Ce n'est que partie remise, on dira. Ouais. Partie remise. En tout cas, on félicite leur parcours parce qu'elles n'ont pas assez de moyens, il faut le préciser, comme les garçons, mais vraiment, elles nous représentent dignement aussi. Mais oui. Avec à propos de l'équipe de la RTI, où s'en est? L'équipe féminine de la RTI gagne des trophées. Ben oui, tout le temps. Alors, recrutement, mesdames et messieurs, cette année, au responsable de l'équipe de la RTI, Alix Madi, elle me l'a annoncé officiellement. Elle viendra attaquante de poche, côté droit. Il faudra intégrer ça. En même temps, essayer d'intégrer aussi un petit pôle de pom-pom girl, ça ferait aussi. Ah, pom-pom girl. Donc, mesdames et messieurs, autre information, Alix, non seulement joueuse, avec des tenues dissuasives pour l'adversaire. Je suis chargé du recrutement des pom-pom girls. Claudia, sont convoqués. Claudia, chargée de production. Alix. Et puis Jackie, Emma à la comptabilité. Emma à la comptabilité seront nos pom-pom girls. C'est adjugé avec un budget, on va voir au niveau de l'édito. Allez, justement, pour s'entraîner, on va passer par le fitness pour avoir des pom-pom girls vraiment au top. Il faut pomper. Pompe écartée, c'est le thème aujourd'hui. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Prêt pour une nouvelle séance de sport? Tout de suite, 3 séries de Seal Jack. Répétition 7. On y va. 1, 4, 5, 6 et 7. On souffle 5 secondes et on repart pour une autre série de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Place à l'exercice du jour. Des pompes écartées.
Nous allons donc passer aux pompes écartées. Le seal jack, avec son mouvement comme ça, nous a permis d'ouvrir la cage thoracique, de pouvoir tirer sur le muscle pectoral. Maintenant, on va le travailler. Tu vas laisser les genoux sur le tapis et écarter les mains. Une première série de 5. On va souffler 5 secondes et on va repartir. 1, 2, 3, 4, bien. Les mains plus que la largeur des épaules. On se met en position. Stop, c'est parti. Toi, tu restes toujours les genoux au sol. Ça, ce sont les pompes pour les femmes. En position. Première série, 7. 1. La descente est lente et on remonte de façon vive. Descente lente. Montée rapide. La tête, le dos et les fesses sont alignés. Regardez l'écart. L'écart qu'il y a entre le coude et le corps, il est assez grand. D'où le nom de pompe écartée. OK. Récupération 15 secondes. Et on part pour la dernière série. Et 7. Bravo. Fin de cette première étape. Elle consistait à faire les pompes de façon écartée avec un rythme très lent. Maintenant, on va augmenter la vitesse. 1, 2, 3. Tu vois que le rythme a augmenté. 5, 6 et 7. 4. Allez, vas-y. Vas-y. 6, vas-y. Et 7. Bravo. Bravo. La séance était lourde, c'est bien. On y va. On va grandir sur la pointe des pieds. C'est cette portion-là que nous sommes en train de travailler. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient tout doucement. Belle séance. À demain pour une nouvelle séance de sport de qualité. Toujours la qualité de mise dans cette émission. Et après l'effort, le reconfort, on vous invite tout de suite à table avec notre petit-déj national. En tout cas, ça est prisé dans plusieurs contrées du pays et même à l'international aussi. Découvrez pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit-déj maintenant. Histoire du petit-déj, mesdames et messieurs, ou si vous voulez, tout ce qui fait plaisir au réveil chez nous. Et au palais surtout. Il y a un grand consommateur qui vient d'entrer, il s'appelle Assalfo. Lui, il m'a toujours dit qu'il aime beaucoup tout ce qui est, voilà, tout ce qui est roots. Igname braisé. Avec du piment. Avec du piment et du choukouya. Ça, franchement, ça me rappelle mes années de stage au plateau.
J'avoue, je confesse, oui, je confesse que Quand j'ai vous beaucoup étiez mangé piqué? à l'époque. À l'époque du piquetage. Et oui, c'est très bon. Igname braisé, c'est L'igname tellement Pona, bon. cultivé avec du choukouya. Oh dans là la là. région du Hambol, Ouais. forte concentration de Et le culture. choukouya d'Anoumambo, imaginez Voilà. un peu. Vraiment Ou ça. d'Adjamé aussi. Ouais. Hein, Alors, Alex, c'est un plat légendaire, polyvalent. Hein. On peut l'avoir en petit déjeuner, en goûter en et déjeuner, même en déjeuner. Comme au dîner également. Parler comme les Ivoiriens, en global quoi, pour la nourriture. Hein. On peut vraiment l'avoir à tout Il point de couvre vue. toute la journée. Oui. Et il est consistant. Parce que là, quand vous consommez ce genre de mets, là, vous êtes calé pour toute la journée. Assez bourratif avec du nyongonkou, du bissap, du tamarin. C'est selon. Vous touchez mon point sensible. Bien frais. En tout cas, bon appétit. Ça vous donne une idée hein, de ce que vous pouvez manger aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et puis, parlons d'idées. Vous avez aussi des idées pour ce que vous allez lire, hein, les informations que vous voulez avoir. Et ça tombe bien. Matin Bonheur s'occupe de tout. Votre nourriture pour le corps et votre nourriture pour l'esprit. La revue de presse avec Monsieur Renaud. C'est parti. Bonjour Marco. Et on démarre tout de suite avec l'ONU qui s'invite dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Tous les téléspectateurs, oui, et c'est l'expression qui nous le dit en ces termes. Campagne de dénigrement contre la commission électorale indépendante. L'ONU désavoue Bédié et l'opposition. Le confrère nous apprend ce que les envoyés d'Antonio Gutiérrez, secrétaire général de l'organisation, ont dit à la CEI et au Conseil constitutionnel. Et puis le Nouveau Réveil, mesdames et messieurs, a accordé une interview vérité à M. Maurice Kakou Gikawe, dignitaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le secrétaire exécutif du PDCI a fait le grand déballage au cours de cet entretien avant le bureau politique du parti septuagénaire qui est prévu se tenir demain jeudi à son siège de Cocody. Selon M. Guy Kahué, tous les jours, des syndicats, des organisations se rapprochent du PDCI et sur la question de la CEI, il affirme qu'ils ne lâcheront pas le morceau et lance notamment qu'au soir du mois d'octobre, on verra qui escroque qui politiquement. Tous les détails de cette interview vérité sont à retrouver dans le Nouveau Réveil de ce mercredi 13 novembre 2019. Et selon des allégations de l'Inter, des fidèles de Soro Guillaume quittent son navire. À moins d'un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire, des ex-combattants lâchent Soro pour le RHDP. C'est ce que nous dit le quotidien qui va au-delà de l'info. Pour tout savoir sur ce qui s'est passé hier à Boaké, eh bien c'est dans l'Inter qu'il faut aller voir. On continue de parler de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Et oui, et c'est dans Soir Info cette fois où les proches de Soro préviennent que dans le conflit qui l'oppose au RHDP, l'ex-PAN ne s'arrêtera pas. Et ils le disent de la façon suivante, Soro parlera et le monde s'effondrera pour certains. Plus de détails dans Soir Info de ce jour. Et on s'intéresse à l'univers de l'économie et de la banque. Une banque ivoirienne traverse des difficultés en ce moment. Il s'agit de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire qui, selon le quotidien Notre Voix, connaît une longue agonie. Le journal Bleu parle du calvaire des clients de la banque et évoque aussi le curieux silence du régime Ouattara. À la une de l'intelligent d'Abidjan, très cher Renaud, aujourd'hui une sévère mise en garde. Si vous faites mal à une prostituée, vous le paierez. C'est ce que lance Adeline Camara, écrivaine et auteure de l'œuvre Une femme amputée. Madame Camara a fait cette mise en garde dans une interview à lire dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour. Et après les remous dans le royaume baoulé de Sakassou, le calme est revenu. Oui, 7 mois après la crise autour du trône, le royaume baoulé a retrouvé sa sérénité. C'est ce que barre à sa une le quotidien Le Matin. Le confrère nous apprend comment la reine Akwa Boni a résisté à la tentative de putsch et le sort qui est réservé aux déstabilisateurs. Alors, mesdames et messieurs, très cher Renaud, une grande question existentielle, une très grande question. Difficile. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Savez-vous à quoi sert le trou dans le capuchon des stylos? Eh bien, je vous ramène la question, Alix et Marco, et aussi à Salfo. Non, on va s'abreuver à votre savoir, c'est mieux. C'est mieux, à la source eh bien, de votre savoir. il faut savoir que ce petit trou n'est pas là juste pour le décor. Il sert à réduire les risques de suffocation au cas où un enfant, par exemple, avalerait accidentellement le capuchon. Comme quoi, c'est un instrument d'utilité. Quelque chose de très important. C'est un trou utile. Les concepteurs ont pensé à tout. C'est un trou utile, au fait. Un trou utile, comme tous les autres qu'on pourrait avoir d'ailleurs. Pardon? À demain 6h10 pour une autre Ça, c'est une très belle chose. Merci, merci. Mais Renaud, il faut assumer, hein, c'est un trou utile, vous parlez d'autres. Moi, vous parlez du trou du stylo, vous parlez de, je sais pas quoi, comme tous les autres trous. Les narines, ils servent à respirer. Ok, c'est un trou humain. Les oreilles, à entendre. Les oreilles. Et tous les autres orifices ont leur fonction. La bouche.
Ok. Matin Dis bonheur. donc, cette matinale. hein. Matin bonheur. Quand même. Matin bonheur, franchement. Very hot tonight. Et on va maintenir le mercure comme ça, parce que quand on reçoit des dignes fils de notre pays qui nous représentent, on va dire, de fort belle manière à l'extérieur, on ne peut que garder l'ambiance au beau fixe. Oui. C'est notre invité actu du jour, Monsieur Traoré Salif, dit Assalfo. Bonjour à vous. Bonjour, ça fait bizarre, monsieur, vous, et tout ça, ça change. oui. Hein. C'est comme ça, les normes sont de mise Vous êtes un ambassadeur quand même. Voilà. Vous êtes un Hors ambassadeur. caméra, on sait comment ça se passe. Et vraiment, avant de commencer avec Alix et au nom de la rédactrice en chef, félicitations pour votre nomination. Je rappelle que vous êtes depuis quelque temps maintenant conseiller économique, social et culturel. Oui. Vraiment, toutes nos sincères félicitations. Merci beaucoup. Pour qui connaît votre histoire, sait que vous faites preuve d'abnégation et on est très très fiers. Merci. Malgré tout ça, que vous veniez sur ce plateau le matin à 5 h du matin, alors que vous aurez pu déléguer quelqu'un. Alors, UE Magic Tour, alors qu'est-ce qu'ils ont fabriqué encore pour bousculer positivement la population? Ben, écoutez, c'est un concept qui naît de deux personnes. Je dîne avec l'ambassadeur de l'Union européenne un soir et puis voilà, on commence à s'accorder. On voit que nous avons des valeurs communes que nous partageons ensemble avec nos familles. Et pourquoi ne pas partager ces valeurs-là avec d'autres personnes? J'ai dit, bon voilà, on va initier une tournée où on va parler à tous les Ivoiriens parce que la paix, l'éducation, l'environnement sont des valeurs que nous devons partager. Et puis bon, on a pris 5-6 mois pour mettre ce concept en place. On a démarré et puis aujourd'hui, je suis fier de parler de cette tournée que nous avons eu à faire dans toute la Côte d'Ivoire. 2400 km parcourus. Wow. Voilà. 2400 km pour 15 localités à visiter. Ce n'est pas encore terminé. La campagne a démarré dans la ville de la Maraoué, Boisflé, exactement. Exact. Alors, un petit point de toutes ces villes rencontrées là. Ben, écoutez, au menu, il y avait des rencontres. Déjà, les menus principaux, c'était les rencontres, les débats d'échange avec les populations. Les concerts venaient après, parce que ces populations ont l'habitude de nous voir sur scène. Or, cette fois, nous avons voulu une proximité avec ces populations, discuter avec elles, échanger avec elles. Et j'avoue que nous avons été très surpris de l'engouement qu'il y avait autour. On croyait que les gens venaient nous écouter que sur scène. Mais les débats que nous avons eus avec ces populations ont drainé encore plus de monde, même souvent, que dans les concerts. Alors, monsieur Assalfo, dites-nous, justement pour rentrer dans ce que vous dites, qu'est-ce qui revient de façon fréquente? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire à travers Magic System? Des choses refoulées, qu'est-ce qu'ils veulent exprimer? J'avoue que ce qui venait le plus souvent dans des échanges que nous avions, c'est parce qu'on n'a pas d'emploi qu'on fait l'immigration clandestine. Les plus âgés parlaient plus de paix et de stabilité parce que nous sommes à la veille d'une année charnière comme en 2020 pour les élections présidentielles. Mais c'était des débats qui étaient quand même importants. Et ces gens-là ont parlé avec la sincérité parce qu'avec nous, ils savaient qu'on n'était pas là pour des démarches électoralistes ou quoi. Ils savaient qu'ils parlaient à des frères, ils parlaient à des amis. Et ces gens-là se sont libérés. Et je crois qu'on va faire un beau livre blanc parce qu'on a parcouru la Côte d'Ivoire et chaque région avait ses spécificités. Il y avait un thème pour chaque région. Au Djéné, par exemple, on a parlé de la scolarisation de la jeune femme. À Daloa, on a parlé de l'immigration. À Boaké, on a parlé de l'environnement. À Béoumi, on a croisé des gens, on a parlé de réconciliation nationale, de cohésion sociale. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été débattues avec ces populations. Et j'avoue que je ne savais pas que les artistes ivoiriens étaient capables aussi de mener le débat à ce niveau. Alors, parlons toujours des sujets abordés. Hein. Vous nous avez dit que c'était des discussions à bâton rompu. Oui. Mais en substance, les solutions qui y sont ressorties, on peut les partager au-delà du livre blanc qui va être déposé sûrement aux institutions idoines. Ben oui, c'était le but, c'était de partager. Par exemple, quand un jeune dit c'est parce qu'il n'y a pas de boulot en Côte d'Ivoire que je prends le large, je fais comprendre aussi à ce jeune que moi j'étais à Noumambo et j'étais dans les mêmes conditions que lui. Et que seulement à un moment donné, il fallait y croire et que ce qui nous trompe souvent, c'est le temps. Parce qu'on ne persévère pas dans notre manière de voir les choses et souvent ça nous amène à anticiper et on va à l'aventure pour un paradis hypothétique parce que ce n'est même pas sûr d'arriver. Donc on discute avec ces jeunes, on partage notre expérience avec ces jeunes. Il y en a qui prennent conscience et il y en a qui sont sceptiques, mais je crois qu'on finit par les convaincre avec l'appui d'autres messages qui s'accompagnent. Donc nous allons trouver toutes les techniques pour les accompagner sur leur manière de voir les choses. Voilà.
En tout cas, c'est une très, très, très belle initiative. Hein. Vraiment, on est très heureux. Surtout qu'à cette initiative, va vous arrimer tous les acteurs, de nombreux acteurs du monde culturel. C'est une ville qui bouge, c'est une région qui est en ébullition. Alors, j'espère, hein, du fond du cœur, nous, on espère que ça ne va pas s'arrêter seulement, que ça va continuer. Hein. Ce sera un véritable creuset d'échanges et que, surtout, comme l'a dit Alix, les autorités idoines vont prendre en compte ce qui ressort de cela. Oui, on l'espère bien, parce que ces populations nous ont vraiment parlé et j'espère que les autorités vont prendre en compte. C'est d'ailleurs pour ça que je profite de l'occasion pour remercier le président de la République qui m'a fait l'honneur de me nommer au Conseil économique et social, qui sera une tribune aussi pour pouvoir développer tous ces sujets-là, parler de cela. Une dernière question qui m'interpelle là. Vous êtes adoubé à l'UE. Pourquoi spécifiquement cette institution quand on sait qu'au niveau sous-régional aussi, on a d'autres instances telles que la CEDEAO pour parler de paix? Comme on dit à Abidjan, mais je vous ai dit, c'est le voisin qui est là. Je vous ai dit que c'est au cours d'un dîner qu'on a eu cette idée-là de pouvoir parcourir toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'UE n'a pas financé une tournée. Non, 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 c'est une collaboration entre l'UE et la Fondation Magic System, parce que chacun a investi dans cette tournée pour donner ce résultat. Merci infiniment à notre ambassadeur, notre conseiller économique, social et culturel, Assalfo, qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau de la matinale. La pub, et on se retrouve juste après. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe l'ensemble des populations qu'en raison des travaux de sa réhabilitation, le CHU de Yopougon sera fermé à compter du 1er novembre 2019. Dr Aka Awele tient à rassurer les populations que pendant cette période, la continuité de l'offre de soins sera assurée par d'autres structures sanitaires. Pour plus d'informations sur les nouvelles structures d'accueil des services relocalisés, appelez le 143 ou consultez le www.santé.gouv.ci. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, la moitié sud du pays sera marquée par un temps généralement nuageux. L'ouest, le centre, le sud forestier et le littoral observeront par endroits du brouillard ou de la brume humide tôt le matin avant de faire place à un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Pour les variables de cette matinée, 27 degrés la maximale à Abidjan, 25 degrés à Adiaké, Bondoukou, Boaké, Daloa et Dimbokro, 25 degrés à Gagnoa, 26 degrés à Korogo, 24 degrés à Mont, une série de 25 degrés à Odiéné, San Pedro, Sassandra, Tabou et Yamoussoukro. Pour l'après-midi, le temps sera globalement ensoleillé sur l'ensemble du pays. En milieu ou en fin de période, l'effet de la brise côtière sera favorable à la formation d'orages isolés avec possibilité d'averses de pluie dans le sud forestier et sur le littoral. Au nord et dans la bande centrale, on aura en fin de période des passages nuageux avec des possibilités d'orages isolés. Pour les variables de l'après-midi, 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Boaké, 34 degrés à Daloa et Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Korogo, 32 à Mont, 34 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go.
Bonjour et bienvenue dans ce deuxième carrefour d'informations sur Matin Bonheur. En Algérie se tient le procès de 42 personnes arrêtées pour avoir brandi le drapeau berbère lors des manifestations contre le régime. 28 personnes ont été condamnées par le tribunal correctionnel d'Alger à 6 mois de prison ferme assortie d'une amende d'environ 200 €. Lundi, quelques 200 personnes se sont rassemblées devant le tribunal du centre d'Alger pour demander la libération des détenus. Le Burkina Faso reste traumatisé par un déchaînement de violence. Lundi, une nouvelle attaque contre le détachement de Foutouri dans l'est du pays a tourné à l'avantage de l'armée burkinabé qui affirme avoir neutralisé 3 assaillants et récupéré de l'armement et des munitions. Ces attaques ont occasionné de nombreuses pertes en vie humaine et des déplacements massifs de populations des régions de la ligne de front. Les secours tardent à se mettre en place pour venir en aide aux populations touchées par des inondations en République démocratique du Congo, des inondations qui frappent le nord du pays depuis 3 semaines. Le ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale parle de dizaines de milliers de personnes sinistrées. 3 provinces sont désormais touchées par les inondations, la Mongala, le nord et le sud Ubangui, selon des sources gouvernementales. Et puis à Madagascar, le président André Rajoelina tente de déplacer de quelques kilomètres une partie d'Antananarivo et de ses 3 millions d'habitants. Mais les habitants d'un village situé à quelques kilomètres de la capitale refusent de céder du terrain. Ils ne céderont pas leur rizière pour faire un peu de place à la capitale malgache qui étouffe. Quelques centaines de familles sont menacées d'expropriation. Regardez. Ces rizières sont dans la famille de Jean Désiré depuis 5 générations. Pour étouffer leurs revenus, les agriculteurs de cette région se mettent à la pêche et aussi fabriquent des briques. Jean Désiré espère transmettre un jour ces terres à ses enfants, mais aujourd'hui, ses plans sont menacés par une expropriation dont il ne veut pas entendre parler. On n'échangera pas nos terres contre de l'argent. On n'acceptera pas non plus de déménager. Parce que la rizière a pu faire vivre nos ancêtres. La vente des briques permet de financer nos besoins quotidiens et de payer la scolarité de nos enfants. Et lorsque la récolte de riz est finie et que je ne gagne pas assez avec mes briques, je peux revendre ma récolte. C'est sur les rizières de Jean Désiré et d'autres habitants d'Amboutchmanzak, un village à quelques kilomètres d'Antananarive, que le gouvernement veut construire la nouvelle capitale malgache, Tanamaswange. 600 millions de dollars d'investissement estimés pour construire les nouveaux ministères, des banques, des logements, des commerces, des entreprises. Mais pour cela, il faudrait remblayer 1000 hectares de rizières. En échange, le président de la République a proposé aux paysans de déménager à Bévoye, à plus de 700 km de la capitale malgache. Si vous avez une rizière d'1 hectare, en contrepartie, comme on parle de riz, allez, je vais vous donner 5 hectares à Bévoye. Indignés par cette proposition, des centaines d'habitants d'Amboutchmanzak ont manifesté leur colère. Rien qu'en vendant nos poissons, on peut gagner 7,50 € par jour. Vous êtes en train de détruire notre gagne-pain. Pourquoi donnez-vous des coups de pied dans nos marmites? Face au mécontentement, l'État malgache a proposé un montant total d'environ 20 millions de dollars d'indemnité à plus de 700 familles et a indiqué chercher d'autres solutions. L'État est en train de chercher s'il y a à côté des rizières libres que l'État peut aussi acheter pour réimplanter les gens qui seront touchés par le projet et qui souhaitent encore rester dans le projet, dans les activités d'agriculture. On va chercher un terrain juste à côté pour construire des logements à caractère social. Le projet est une des nombreuses promesses de campagne d'André Rajoelina. Son objectif, faire de Tanamaswange la plus belle capitale africaine. Et puis on termine avec du sport, du football. La CAF, la Confédération africaine de football, a procédé hier mardi au tirage au sort de la phase du groupe de la Confédération saison 2019-2020. Des groupes très homogènes. Dans le groupe D, on trouve le Paradou d'Algérie, le FC San Pedro de Côte d'Ivoire, Oussa du Maroc et Eyimba du Nigeria. La succession du Zamalek, vainqueur de la Confédération de la saison dernière, est donc lancée. Rendez-vous dans 30 minutes.
Merci, Merci. Abdoulaye Kone. A tout de suite pour le dernier flash, celui-là Inter. Et nous sommes toujours en compagnie de notre invité de marque, Monsieur Assalfo, avec qui on parle de l'UE Magic Tour et qui arrive dans sa phase finale. C'est ça, l'apothéose. C'est ce 16 novembre, le lendemain de la journée internationale, enfin la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, un moment très important. Oui. C'est pas choisi par hasard. Non, le hasard a voulu que les deux calendriers se croisent. Mais c'est, comme je l'ai dit, même la date de la tournée aussi, on ne savait pas que ça allait avoir lieu en 2019, à la veille des élections. Donc voilà, il y a une opportunité de toujours promouvoir des valeurs du paix. C'est un moment idéal pour vous. Hein. Oui, c'est un moment idéal, il n'y a rien à dire. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, pour se répéter. Alors, le concert, c'est prévu pour samedi. Les articulations, on attend qui? Les artistes, la brochette d'artistes, et qui est convié? Ouais, vous savez, on est parti avec 30 artistes dans cette tournée. Hein. Et voilà, tous ces artistes-là seront là. C'est un concert qui va commencer très tôt. Ça va commencer à partir de 17 h. Et ça va nous emmener durant toute la nuit. Mais le coup que nous voulons jouer, c'est de pouvoir inviter toutes les personnalités politiques de ce pays, de tous bords, qu'ils puissent être sur scène et se tenir les mains face aux Ivoiriens pour dire, voilà, nous prenons l'engagement que l'année prochaine, nous serons dans des élections apaisées et que nous allons contrôler notre langage. Donc, c'est de mettre tout le monde sur scène, que ce soit le RHDP, que ce soit, comment on appelle, le PDCI, que ce soit EDS, FPI, tout le monde sur la même scène. En tout cas, c'est le pari que nous nous sommes donné de pouvoir réaliser. Vous avez dit le mot magique, un pari, et le pari vraiment est gagné, on peut le dire, hein, sans risque de se tromper, avec ce que vous avez fait tout au long de votre tournée au cœur de la Côte d'Ivoire. Franchement, chapeau du fond du cœur, félicitations à vous. Et puis aussi, on fait un coucou à Goudé qui a recouvré la santé. On est très heureux pour lui, on est très heureux pour Magic System et on est très heureux pour la Côte d'Ivoire tout court. Merci à Salfo. Merci beaucoup. À vous. Merci et puis le 16, Alix et moi, on viendra, on a nos passes avec toute l'équipe également. Je l'espère bien. On va faire le show. Bien. Voilà, on va faire le show. Yeah. Merci. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs. On se retrouve juste après ça. Mon fauteuil. Une idiote comme ça, il sait même pas comment mon fils a fait même pour la mettre dans la maison. Hypocrisie. Criticos. Calomnie. Ta Yves, elle m'élève même dans le quartier, elle passe, sac à main. Ça va même pas avec elle. Jalousie. Criticos. Arnaque. Ça là, elle peut pas m'arnaquer ça. Tu vais verser de l'eau. Criticos. Criticos par Yves Hidero. Du lundi au vendredi à 20h40 sur RTI 1. L'enfant est sorti de la maison ou quoi? Tu pars en voyage? Oui, en fait, je dois accompagner monsieur le ministre à chose de toute urgence à l'intérieur du pays. Là. Et tu comptais me l'annoncer? Ah, mais tu penses quand même que je vais quitter la maison comme ça sans te prévenir? Il faut que tu saches où je vais. Bonjour monsieur, je veux voir un policier. J'en suis un. Je veux dire un policier, un vrai. Un vrai policier. Je te jure, sinon tu vas en pâtir. Et c'est là qu'on va se connaître. Je pense qu'on ne se connaît pas encore. Vous êtes là, vous jouez de moi. Je ne sais pas si c'est une moquerie, mais c'est comme ça que ça va se passer. Et si tu ne la retrouves pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais ça veut dire quoi tout ça là? La saga des héritiers, du lundi au vendredi à 11h sur RTI 1. Retour sur le plateau de Matin Bonheur. La maison reçoit la maison avec notre chère Lassine Ouattara du service RTI Info Digital qui nous parle de notre chronique Vrai ou Faux. On vous parlera justement d'informations vraies ou fausses. C'est dans quelques instants après le jingle.
Matin Bonheur, le lieu où l'on s'informe, mais il faut bien s'informer parce qu'il y a information avec I minuscule et information avec I majuscule. C'est là où il intervient chaque semaine dans notre cavalcade matinale. Il est avec nous. Las, bonjour. Bonjour, Marc. Alors, aujourd'hui, on va parler avec toi de comment reconnaître une vraie information. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, c'est, comme on a dit, c'est vrai ou faux, c'est de savoir qu'une information donc, qui est juste, qui est vérifiée, et quelle est une information éventuellement qui est fausse ou alors une infox dans le but de manipuler. Alors, à cet effet, justement, je vais vous inviter peut-être à voir des images maintenant, là, et vous allez me dire, vous, justement, sur ce plateau, quelle est donc l'information que vous allez juger donc vraie ou alors fausse. D'accord. On y va. Pour l'exo. C'est parti avec la complicité de la réalisation. De Jacques Brou, on peut y aller. Voilà, un Fox. Alors, voilà donc deux informations. La cour d'appel. Voilà, la cour d'appel, etc. Voilà. Après 2 mois de vacances. De vacances, et Merci puis le lundi 11 novembre est férié. Et vous avez également donc sur le compte Twitter du gouvernement. Nous vous annonçons officiellement que le lundi 11 novembre 2019 est férié sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Dis donc. Et ces deux informations sont fausses. Alors, tout à fait, c'est-à-dire que... malgré on va dire le canal. Malgré le canal, vous avez bien vu que c'est le compte Twitter en fait, du gouvernement, mais en réalité, c'est le faux compte en fait, qui a été créé, ou alors c'est des images qui ont été manipulées pour indiquer que c'était le compte Twitter du gouvernement. Et pareil également donc, pour le site de la RTI, où vous avez des gens donc, qui ont manipulé l'information, qui ont indiqué que le lundi 11 novembre était férié. Ça veut dire que réellement, vous avez deux institutions, un média de service public donc, qui annonce une information, mais également donc, le compte Twitter du gouvernement, mais qui annonce une information pour dire que c'était férié, mais en réalité, c'est que vous avez des images qui ont été manipulées et tout simplement, donc, les Ivoiriens ont partagé cette information, disant que le lundi était férié et des gens étaient sceptiques, ils ne savaient pas réellement cela. Ça veut dire qu'au fond, aujourd'hui, on peut vous tromper à partir donc, de compte Twitter, à partir de compte Facebook, à partir quelquefois de sites Internet que vous jugez, je vais dire... crédible, parce qu'on a la possibilité donc de manipuler l'information. C'est pas la magie pour baliser donc de tels agissements. Par quel procédé on passe pour reconnaître que ce site il est vrai, il est faux, il est avéré, il est légal, il est homologué? Par quel mécanisme? Alors, il y a, j'essaie comme ça donc de résumer en 10 points. Il faut savoir que quand vous regardez quelquefois sur des sites internet ou alors vous partagez une capture d'écran, etc., vous allez voir quelquefois qu'il y a des titres qui sont accrocheurs. Quand le titre est trop accrocheur ou alors quelquefois ça vous scandalise, ça vous émeut, sachez déjà que je pense que vous devez déjà mettre en doute. Voilà. Quand vous avez une information... là, sinon, quand on parle de scandaliser, tous les titres des journalistes sont accrocheurs. C'est ça le but, c'est fait pour être accrocheur. Trop accrocheur. Bon, trop accrocheur, c'est quoi? Quand c'est trop accrocheur, c'est qu'on peut dire que c'est bon, c'est bien, ça prie. Maintenant, à quel moment où c'est direct? L'angle de traitement est direct. Voilà, en journaliste, on dit c'est l'attaque. C'est l'attaque, c'est direct. Et justement, c'est sur ça aujourd'hui donc, que les infox ou alors les fausses informations jouent. C'est sur votre émotion, c'est sur la possibilité de voir peut-être que c'est juste. Et donc là, vous avez par exemple, quand on vous dit que le cercueil de Mugabe a coûté 17 milliards de francs CFA, tout de suite sur Internet, vous êtes scandalisé, vous êtes choqué, ça vous émeut. Mais en réalité, c'était une fausse information avec des images quelquefois qui ont été tronquées. Et ça, c'est cela en général. Donc, vous avez, comme j'ai indiqué, en 10 points, vous avez par exemple quelquefois des comptes qui sont des comptes qui ne sont pas certifiés sur Facebook ou Twitter. Et pour reconnaître un compte certifié, c'est le petit, on va dire le petit point bleu sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Mais vous allez voir des gens, par exemple, qui peuvent manipuler ces informations et simplement vous indiquer que telle information que vous avez vue sur tel compte est juste, alors que ce n'est pas le cas, par exemple, du compte Twitter du gouvernement. Donc, vous avez quelquefois ce genre de petits indices-là qui peuvent donc vous alerter. Vous avez quelquefois sur une information qui est donnée en bas les commentaires des autres. Vous avez des gens qui ont déjà vu cette information qui vont venir vous dire mais cette information date de 2015, de 2017, donc ce n'est pas une bonne information. Et quelquefois aussi la date. Vous avez une information quelquefois qui date de 2013 ou 2011 mais qui revient peut-être en 2019 ou 2020 et ça vous dit ah ok d'accord. Je pense que j'ai déjà vu cette information, mais je ne sais pas. C'est de la réinformation, mais toujours dans le but de... Des fois sans le titre, avec la photo, ou bien avec la photo sans le titre. Avec la photo sans le titre, avec le titre sans la photo. Et des éléments actualisés même des des fois. Des éléments quelquefois actualisés, mais qui peuvent réellement donc, vous conduire dans l'erreur. Et vous allez comprendre que quelquefois des journalistes même font ces erreurs, les citoyens font ces erreurs, qu'ils les partagent à d'autres, etc. et tout ça. Donc on est dans un cercle vicieux en fait de la désinformation, des infox, qui font qu'au final, même quand on est journaliste, quelquefois on a du mal à croire
croire ou alors ne pas croire, on met quelquefois en doute, mais on ne sait pas, etc. Et il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas forcément journalistes ou alors qui n'ont pas le recul nécessaire, mais tout de suite qui vont croire, parce qu'une information qui date de 2011, mais qui revient. On prenait, par exemple, il y a une semaine, vous avez vu une information qui tournait comme quoi il y avait du sucre, par exemple, sur le marché, qui n'était pas du sucre, on va dire, homologué, mais en fait, c'était une fausse information. Et cette information, qui datait de 2013, donc est revenue, et tout le monde a commencé donc à partager cette information sans se rendre compte en réalité qu'il fallait toujours chercher un peu pour voir que c'était juste une photo et une information de 2013. De tout le développement que vous faites, j'ai envie de vous poser la question de savoir qui se cache derrière le masque. À quelle fin? Pourquoi? Parce que là, vous parlez par exemple d'un produit, on pourrait se dire que peut-être c'est une marque concurrente qui intervient comme ça pour discréditer le produit d'un autre. À quelle fin finalement? Alors, c'est toujours dans le but de tromper, de manipuler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une vraie industrie de la désinformation. Vous avez par exemple quelquefois des industries qui sont des industries de l'État pour faire de la désinformation, quelquefois dans un certain nombre de pays. Et puis vous avez des gens quelquefois qui sont là, qui prennent le malin plaisir donc à le faire. Mais également derrière l'industrie de la désinformation, il faut savoir qu'il y a de l'argent. Oui. Simplement, l'année dernière, c'était 235 millions de dollars, justement, que les fausses informations donc, ont pu rapporter à des sites Internet, etc., de par le monde. Alors, qui paye, justement, donc c'est nous qui partageons, c'est vous, c'est même les médias, quelquefois, et c'est tous ceux qui, en fait, en réalité, consomment ces informations. Parce que, donc, on n'est pas sensibilisé, on n'est pas éduqué, on est simplement, donc, juste dans cette logique, donc, de partage de l'information. Et plus on partage, donc, plus ça fait gagner de l'argent, donc, à ceux qui le font. Et justement, l'information, aujourd'hui, de plus en plus, est en train de se concevoir comme un danger, parce que pour les démocraties, c'est quelque chose d'assez, on va dire, d'assez dangereux une fois que ce n'est pas bien ficelé. Le mot est lâché, hein. Les mots sont lâchés. Démocratie, danger, information. C'est vrai qu'il faut avoir accès à l'information, mais il faut faire très attention parce qu'autour de nous, il y a des choses très, très dangereuses. Il faut avoir vraiment beaucoup d'applications. Il ne faut pas passer comme ça devant l'information. Merci beaucoup à vous, Ouattara. L'incident, malheureusement, le temps qui nous est imparti, ça m'énuise. Donc, on va au pas de course recevoir dans quelques instants donc, le coach Yoman qui va venir nous parler de management des leaders. On va dire au revoir à l'incident. On se retrouve juste après ça. Okay. Le coach Yoman va venir, hein, on est en famille. Alors Alix, on n'oublie pas de dire aux téléspectateurs qu'aujourd'hui nous allons parler de diabète, de santé. Mercredi, c'est famille, mais normalement, on parle de santé parce qu'on veut être en phase avec la journée internationale de lutte contre le diabète. Ce sera demain, jeudi, et on aura des manifestations officielles. Exactement. Donc, dans quelques instants, on va recevoir le coach Yoman pour ce qui est de l'immédiat. On parle du management des talents, les talents comment définir déjà un talent, comment déceler un talent, comment accompagner un talent, comment aussi mettre en œuvre son talent, mettre en exergue son talent. C'est toutes les questions que nous avons pour vous ce matin. Bonjour coach. Bonjour Alix, je suis très heureux. Et il va répondre avec beaucoup de talent, comme on le connaît. Voilà. Donc après les civilités, je crois qu'il y a un jingle. Ouais. On ira pour le jingle. On a un jingle? On n'a pas de jingle. Pas de jingle. On reste sur le plateau, c'est pas plus mal. Bienvenue encore une fois de plus. Merci infiniment. Qui est talent? Alors déjà, il faut savoir que quand on parle de talent, on parle d'aptitudes qui sont naturelles, intrinsèques à un individu. On parle de talent quand on parle aussi d'aptitudes qui sont innées, des choses qu'on n'a pas appris à faire. Et ça, c'est vraiment un élément fondamental dans le talent. Il y a que dans le talent, il y a une manifestation d'aisance dans ce que vous faites, que ce soit un talent artistique, que ce soit un talent d'accomplissement de choses physiques. Il y a des talents qui se logent au niveau intellectuel. Il y a des personnes qui ont une capacité intellectuelle, par exemple, de retenir des visages, des noms, des formes, etc. Et puis, il y a des talents également qui sont beaucoup plus manifestes dans la dimension, on va dire, qui est liée au travail au quotidien. Et c'est justement cet aspect-là que nous allons peut-être essayer de mettre en avant. Alors, coach, on a là un tableau qui est récapitulatif de ce dont nous allons parler aujourd'hui, les ingrédients du talent. Qu'est-ce qu'on met dans la cocotte minute pour faire en sorte qu'elle puisse bouillir et produire de très bons résultats? Eh bien, déjà, il faut savoir que depuis
depuis presque une décennie, au niveau des ressources humaines, il y a un management spécifique des talents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus idéalement de compétences techniques ou de compétences qui sont liées à l'activité, mais on est en train de toucher un autre aspect qui est le talent de l'individu, justement, qui est à un poste ou qui est dans un service. C'est-à-dire talent, sa valeur intrinsèque. Exactement. C'est-à-dire que ce qui fait le plus chez cette personne-là, parce qu'à diplôme égal, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le talent, en fait, à la vérité. C'est-à-dire que d'autres personnes qui ont fait un MBA, je ne sais pas, voilà, et qui se retrouvent dans une entreprise, il y a peut-être un qui a une facilité, une capacité extraordinaire. Quelque chose en plus. Exactement. Justement, mais qui au sein de l'entreprise décèle ce talent-là? Comme nous on dit en coaching éthique, il n'y a pas de mauvais collaborateurs, il y a de mauvais managers. Absolument. C'est-à-dire que nous faisons peser toute la responsabilité sur le manager en disant, vous pouvez avoir un collaborateur avec de faibles compétences, mais si vous avez un manager qui est suréquipé, il peut en faire un talent. Alors, coach, là, on a les ingrédients du talent. Les ingrédients du talent. Premier élément important, juste au centre en haut, c'est le style personnel. Quel est votre style personnel qui va vous permettre en fait de créer la différence? Et ça, c'est vraiment un élément important. Je vous en supplie, par les compassions de tout ce qui existe, ne soyez pas une personne qui passe inaperçue. Si vous passez inaperçu, eh bien, on ne vous remarquera pas et vous ne pourrez pas justement devenir la personne que vous êtes appelé à devenir. Vous savez, qui que ce soit que vous êtes... Ça dépend du métier. Je me permets de vous couper parce qu'un espion, normalement, doit passer inaperçu. Oui, mais dans son milieu, dans son laboratoire, on sait que c'est le meilleur espion. D'ailleurs, quand on regarde Agent 007 avec James Bond et tout ça, on sait qu'il ne se fait pas remarquer. Il est meilleur. Et là, c'est une qualité. Ça, c'est une qualité. C'est une qualité, mais dans son bureau d'origine, on sait que c'est un très bon espion. Ça, c'est vraiment un élément important. Deuxième élément important, c'est une durabilité, en fait, et une aptitude à construire ses propres compétences. Et ça, c'est très intéressant. De savoir que quand vous avez un talent, vous n'avez pas besoin qu'on vous mette du feu derrière. Parce que c'est quelque chose que vous avez naturellement en vous et qui peut éclore parce que vous êtes aussi dans le bon environnement. Attention. Vous en prenez conscience. Attention, parce que si vous avez un bon talent, j'en parlais la semaine dernière, on ne peut pas mesurer les aptitudes du poisson à sa capacité à grimper un arbre. Si vous mettez la mauvaise personne au bon endroit, rien ne se passe. Si vous mettez la bonne personne au mauvais endroit, rien ne se passe. C'est pour ça que vous dites bon talent. Donc, il y a des mauvais talents? Mais bien sûr qu'il y a des mauvais talents. Et le mauvais talent, justement, c'est celui qu'on croit avoir et qu'on n'a pas. Ah, ça, bien dit. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on croit avoir, qu'on croit savoir, qu'on croit pouvoir faire et qu'on ne sait pas faire, justement, simplement parce qu'on aime les faire. Et c'est ça qui crée le problème. Bon, je ne vais pas peut-être forcément évoquer des noms, mais vous écoutez certains artistes chanter. Merci, j'allais en venir dans des télécrochets où il faut recruter des personnes qui se sentent investies d'un talent inné de chanteur. Mais qui se prennent pour des professionnels. Exactement. Et qui chantent et qui font le truc, quoi. Mais à la limite, tu te demandes, mais c'est quoi le truc? On est gentil, c'est la journée de la gentillesse. Oui, c'est la journée de la gentillesse. Ah, aujourd'hui, ok. Coach, j'ai une question. Regardez, un entraîneur de football, José Mourinho, par exemple, il a dit un jour dans une phrase que lui, il préfère un joueur qui ne vaut rien, mais qui a la volonté, à un joueur vraiment qui est une star, mais qui est capricieux. Parce que Mourinho, c'est un manager. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez un collaborateur faible compétence, ok, pas de souci. S'il a une bonne motivation, parce que le plus important, c'est la motivation. Absolument. Si vous êtes motivé, vous pouvez apprendre. Si vous êtes motivé, vous pouvez faire émerger le talent qui est à l'intérieur de vous. D'ailleurs, c'est pourquoi parfois il faut passer de la compétence au talent. Il faut faire ce basculement nécessaire, ce certain basculement qui est vital si vous voulez que votre organisation, votre entreprise, votre business, etc. puisse éclore. Il faut à un moment donné faire ce basculement-là. Parce que la compétence à elle seule ne suffit pas. Je le disais, les ressources humaines aujourd'hui sont en train de réaliser que la gestion qui est axée sur des emplois, qui est axée sur des postes occupés, ça vaut pour 10 voire 15% de ce que l'individu peut véritablement donner. Il faut peut-être faire basculer maintenant ce qu'on va appeler le capital humain. Regardez l'individu intrinsèquement, mettez-le en confiance, permettez à cet individu-là de comprendre qu'il est aussi dans un environnement, parce que l'environnement sociétal est tout aussi important que le savoir-faire et les capacités qu'un individu peut mettre en place. Si je suis dans une entreprise dans laquelle constamment on me rappelle que je ne suis rien, que je ne vaux rien, à la limite, on me dépossède en fait de mes capacités de faire éclore le talent qu'il y a à l'intérieur de moi. À ce moment-là, mais je fais juste le boulot que j'ai à faire et je rentre à la maison. Mais qu'est-ce qui fait que des personnes sont amenées à aller au-delà? Voyez, par exemple, quand vous rédigez un CV,
Il y a une partie dans le CV qui vient tout en bas, où vous parlez de vos hobbies, où vous parlez de ce que vous savez faire au-delà des compétences techniques. Mais en fait, vous rédigez ça, vous mettez, mais vous ne savez pas pourquoi vous le faites. 99,99% de personnes qui ont rédigé un CV ne savent pas pourquoi elles ont mis ces éléments-là. Mais c'est ça justement votre talent. Votre talent, c'est par exemple d'être un bon lecteur, d'être quelqu'un qui est sociable, d'être quelqu'un par exemple qui sait jouer au foot, etc. Et vous ne vous rendez pas compte que très souvent, au cours des animations qui sont culturelles ou des animations qui sont festives dans l'entreprise, on va découvrir par exemple que le comptable de l'entreprise est un bon maître de cérémonie. C'est une compétence ou c'est un talent? Que quelqu'un qui est timide est un bon comédien. Exactement. Quand on fait des séminaires, par exemple, je suis avec Alix, un autre groupe, on découvre que mais lui, il a des talents de dédoublement, de personnalité. Exactement. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas seulement le comptable de l'entreprise, mais vous êtes aussi une valeur ajoutée à l'entreprise. Quand il s'agira de vous mettre à la porte, on réfléchira par deux fois. Parce qu'on sait que vous apportez quelque chose en plus de votre savoir-faire. Vous avez un savoir-être qui se confond et qui fait qu'on bascule toujours de cette capacité de compétence à la capacité du talent. Et c'est ce qui justement va donner la performance des entreprises. Coach, pour en revenir à la question du déclic et de fait de basculer, quand on décèle son talent, on sait par exemple qu'on est habile des mains, on réussit à faire des choses. Nous sommes dans une entreprise pas forcément liée à ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on fait comme déclic? On décide de tout plaquer et de s'adonner exclusivement à son talent, à mettre en exergue son talent, ou on l'associe, on combine. Alice, tu nous donnes l'idée d'un autre thème qu'on va développer sur la reconversion professionnelle. Mais ce que moi je crois, c'est qu'il faut faire preuve de sagesse en toute chose. Vous savez, c'est pas parce que vous découvrez un talent aujourd'hui que vous avez découvert votre prochain business ou votre prochain métier. Le talent, il est brut. Le talent, il est comme du diamant. Vous voyez, le diamant, si vous le prenez dans sa forme initiale, ben, c'est pas Jojo, quoi. Il faut prendre le temps de le polir, il faut prendre le temps de lui donner tous les prismes possibles de façon à ce que quand il est placé sous l'œil d'un professionnel... Parce que mal poli, quand ce n'est pas bien poli, le talent peut exploser au visage de la personne même qui est talentueuse. Il peut se retourner contre lui. Il peut se retourner contre la personne parce que très souvent, quand vous êtes conscient de votre talent et que vous ne l'avez pas travaillé, il y a un certain orgueil qui vous emplit, qui vous remplit et qui fait que malheureusement, vous commencez à être une personne ordinaire. Parce que le talent qui n'est pas poli, qui n'est pas construit, qui n'est pas travaillé, qui n'est pas maîtrisé, peut faire de vous justement une personne avec qui on ne peut rien faire. Parce qu'à la limite, vous êtes tellement conscient de ce que vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire que vous ne pouvez pas vous ranger. Alors que peu importe le gabarit d'une voiture, sa capacité, c'est de pouvoir trouver une place dans un parking. Absolument. Alors, coach, moi, dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase de Kennedy qui disait « Je préfère la chance au talent » ? Parce que le talent nous donnera toujours de la chance dans la vie. Parce que dans la vie, il y a trois choses. Il y a le travail, le talent et, j'ai failli dire, la chance. Vous savez, la chance, elle est aléatoire. Tout le monde ne l'a pas. Aujourd'hui, vous avez la chance, demain, vous ne l'avez pas. Le travail, oui, c'est une capacité que vous avez à un moment donné de montrer ce que vous savez faire. Mais le talent, il est inné. Et à partir de votre talent, si vous le travaillez, eh bien, le talent vous donne la chance d'avoir accès à tout ce que vous voulez. Donc, oui, le travail, oui, mais le travail sur la base du talent, c'est encore mieux. Le travail sur la base du talent offre la chance. Exactement. Voilà. Ce sera la conclusion de cet entretien aujourd'hui. Merci en tout cas de nous avoir instruit, coach, sur la détection de nos talents et de son polissement pour atteindre l'objectif escompté. Coach. On se revoit mercredi prochain. Coach, je vous fais une confidence. D'accord. Dans vos émissions en exclusivité. Le talent de qui? Coach, vous avez du talent. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nos coachs ont du talent. Vous aussi, nos téléspectateurs, vous en avez. Ici, toute l'équipe a du talent pour vous offrir plein d'autres choses. C'est la pub déjà.
Dernier point d'information au cœur de Matin Bonheur. Les manifestants irakiens se heurtent aux forces de police et fuient les gaz lacrymogènes alors qu'ils continuent à participer au rassemblement. Ils réclament la chute d'un pouvoir jugé corrompu et incompétent. La contestation lancée le 1er octobre a fait officiellement 319 morts selon un bilan officiel annoncé dimanche matin. Et face au silence de la communauté internationale, la mobilisation populaire commence à s'affaiblir. Au Liban, des échauffourées ont également éclaté entre la police et des manifestants qui ont tenté de rentrer de force dans les locaux du barreau de Beyrouth après qu'un avocat a été accusé d'agression sur une manifestante. D'autres manifestants étaient rassemblés devant le palais de justice de la capitale libanaise pour demander une justice indépendante en empêchant les juges et avocats d'entrer dans le bâtiment. En Amérique du Sud, après la démission d'Evo Morales des violences à La Paz et Al Alto à La Paz, des dizaines de manifestants ont incendié des autobus. Le siège de l'ambassade du Venezuela à La Paz a été occupé par des manifestants cagoulés à la suite de la démission du président Morales, fidèle allié de Caracas. Et puis hier, mardi, des mouvements de contestation ont été organisés en France en soutien au jeune homme de 22 ans qui s'est immolé à Lyon. Des manifestants qui ont pénétré dans un bâtiment de l'enseignement supérieur. Vendredi dernier, dans une situation de grande précarité, ils dénonçaient la perte de ces bourses. Je vous propose quelques réactions. On attend de ce rassemblement que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités par rapport à ce problème qu'est la précarité étudiante. Il n'est pas normal aujourd'hui que des étudiants doivent en venir à de telles extrémités pour faire entendre l'absurdité kafkaïenne de ce système. C'est un choix que je comprends complètement. Dans le sens où le désespoir, quand on a des soucis financiers, je pense que tout le monde peut le comprendre. Et notamment quand on est étudiant, qu'on est en tout début de vie, qu'on est obligé de s'endetter, qu'on est obligé de prendre sur sa santé pour simplement pouvoir continuer des études. Nous restons toujours en France où près de 900 kg de ballots de stupéfiants, dont la cocaïne, ont été récupérés ces dernières semaines au gré des marées sur la côte atlantique, a indiqué mardi le parquet de Rennes. L'arrivée de ces paquets est observée depuis la mi-octobre avec une intensification depuis le 4 novembre, avait précisé dimanche le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. Il faut préciser que l'ensemble de la façade maritime atlantique est touché par le phénomène. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce troisième point d'information sur Matin Bonheur. Je vous retrouve vendredi. Eh oui. Merci beaucoup à vous, Mr. Friday, qui va bien porter son nom, bien sûr, le vendredi, alias Carité. Allez, top là. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Matin Bonheur se poursuit avec maintenant le point de chute de ce rendez-vous, le dernier couloir. C'est bien sûr la thématique. Aujourd'hui, ce n'est pas la famille qui sera de mise, mais plutôt la santé, parce que nous voulons être en phase avec la journée internationale de lutte contre le diabète. Et dans un instant, nous allons recevoir le docteur Sibayi. Il est diabétologue, endocrinologue et spécialiste des maladies métaboliques. C'est cela. Avec lui, nous allons parler un peu de la situation du diabète dans notre pays. Mais juste après, ceci, c'est parti. Bonjour docteur, et voilà, nous sommes en compagnie du docteur expert du sujet du jour, le diabète. Il faut savoir que 240 millions de personnes sont touchées par le diabète dans le monde. C'est sûr qu'il va nous donner les chiffres au niveau national. Bienvenue à nouveau sur ce plateau. Quels sont les chiffres donc? Alors, bonjour. Merci de me recevoir à l'occasion de la journée mondiale du diabète. En marge, oui. Voilà. Alors, en réalité, c'est 425 millions de personnes dans le monde entier. Dans le monde entier. D'accord. Donc, voilà, quand vous imaginez, si on prend par exemple, si on les met tous dans un pays, hein, c'est comme si c'était le troisième pays le plus peuplé au monde après la Chine et l'Inde. Vous voyez, 425 millions de personnes. Et ce qui fait peur, ce n'est pas cette proportion-là, c'est plutôt ceux qui ne sont pas encore dépistés. Et là, on a fait un dépistage chez vous tout à l'heure. Quand vous allez me donner l'occasion, je vous donnerai les résultats. Avant les résultats de notre dépistage, dites-nous, 425 millions, c'est dans le monde, hein, dans le façon monde globale. Entier, oui. On veut des chiffres de la Côte d'Ivoire, proximité oblige. Quels sont les chiffres de notre pays? Oui, la Côte d'Ivoire, là, on vient de finir une enquête de prévalence nationale. Dieu merci. On est à 6,2%.
Mais ça, c'est la moyenne. Ça veut dire quoi pour ceux qui nous regardent? Ça équivaut à quoi en termes de population? Voilà, donc on va aller par étapes. D'accord. 6,2%, c'est-à-dire on a visité les 20 régions de la Côte d'Ivoire et puis on s'est rendu compte qu'il y a des régions, il y en avait plus, il y en avait moins. Mais quand même, 6,2%, ça représente à peu près 700 millions de personnes. C'est le taux de prévalence? Les gens qui ont du diabète. De la population ivoirienne? La population sur 25 millions d'Ivoiriens, 25 millions. Il y a 6%. Il y a au moins 700 000 personnes. 700 000. 700 000 personnes, au moins, qui ont du diabète. Ça, c'est ceux qui sont diabétiques à peu près déclarés. Connus. Voilà. Il y a à peu près le même nombre qui ne s'est pas encore fait dépister. Qui s'ignore. Voilà. Parce que l'enjeu de ce qu'on fait, c'est un peu ça. Parce que toutes les fois qu'on fait un dépistage, il y a toujours la même proportion des gens qui sont connus là. Il y a la même proportion des gens qui ne sont pas connus diabétiques. Et justement, comment on peut ne pas se rendre compte du fait qu'on soit diabétique? Je dirais malheureusement ou heureusement, mais le diabète, c'est une maladie qui ne fait pas parler d'elle. Insidieuse. En général, il n'y a rien. Et c'est toujours à l'occasion de complications qu'on en parle. Voilà, donc... Alors, justement, docteur, c'est très important. Vous avez dit que c'est une maladie, on ne voit pas, c'est une maladie insidieuse. Justement, c'est quoi le diabète? C'est quoi le diabète? Ok. Alors le diabète, tout ce qu'on sait, on parle toujours du sucre, mais le diabète, en termes de sucre, le sucre, c'est juste la conséquence. Voilà, c'est juste la conséquence. Sinon, le diabète, c'est une maladie du pancréas. Donc le pancréas, c'est un organe qui se trouve dans notre corps, qui nous permet de digérer tout ce qu'on mange. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on mange a pour but final de devenir du sucre, en dehors de l'eau, bien sûr, tout ce qu'on mange. Quel que soit ce qu'on mange, même des feuilles, des bananes, de l'huile, du riz, tout ce qu'on mange, ça doit devenir du sucre dans le corps. Et le sucre nous sert de carburant, comme une voiture. Comme une voiture a besoin de carburant pour rouler, on a besoin de sucre. Et le sucre vient de l'alimentation. Et quand on se nourrit, le pancréas produit un petit liquide qui va transformer tout ce qu'on mange en sucre pour nous servir de carburant pour qu'on puisse vivre. Et ce petit liquide-là s'appelle comment? L'insuline. L'insuline. Voilà. Donc c'est une hormone? C'est une Une hormone. hormone produite naturellement par le corps humain. Le pancréas. D'où le corps humain, à l'intérieur de l'homme. Donc la différence entre un diabétique et un non-diabétique, c'est l'insuline. Un diabétique, sa quantité d'insuline soit ne suffit pas, ou bien la quantité d'insuline n'est pas efficace pour pouvoir digérer tout ce qu'il a comme sucre. Et quelqu'un qui n'est pas diabétique, la dose d'insuline que son corps produit est suffisante pour pouvoir digérer tout ce qu'il mange. Donc il y a beaucoup d'écoles qui s'affrontent au niveau des chiffres. À quel moment peut-on être déclaré diabétique? Non, on ne s'affronte plus. Ah, ok. On ne s'affronte Dieu plus. merci. On est d'accord. C'est-à-dire qu'avant, vous voyez, c'est les statistiques. Avant, c'était 1,40 g le seuil. Avant. Avant, c'est-à-dire? Avant, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous on fasse nos thèses en 98 et autres, c'était 1,40 g. Mais maintenant... Chiffre OMS. Voilà, chiffre OMS, les chiffres mondiaux en général. Et maintenant, c'est 1,00 g pour dire que la glycémie est normale. Il faut que la glycémie soit strictement inférieure à 1,00 g par litre. Ce qu'on ne fait pas souvent, c'est que les gens ne font pas des contrôles après manger. C'est-à-dire? Parce que normalement, après manger, voilà, après manger, ça change. Ça change, oui. Voilà, donc normalement, pour pouvoir bien faire les tests... Il faut venir à jeun? Non, pas forcément à jeun. D'accord. À jeun, ça c'est ce qu'on voit couramment, mais on peut le faire aussi après manger. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de diabètes qu'on dépiste aussi après manger. C'est-à-dire qu'ils ont des glycémies à jeun qui sont normales, mais quand on fait la glycémie après le repas, c'est élevé. Et là, on les déclare diabétiques, parce que les critères sont différents. Donc il y a des critères à jeun, il y a des critères qui sont non à jeun. Donc une glycémie normale doit être inférieure à 1 g. Mais on ne parlera pas de diabète tant qu'on n'a pas dépassé 1,26 g. Vous voyez la différence? Donc entre 1 g et 1,26 g, c'est une étape avant le diabète. Ça s'appelle le prédiabète. Et des gens qui sont à ces niveaux-là, la bataille doit être menée là parce que ceux-là, c'est eux qui vont courir rapidement vers le diabète, mais parce que c'est eux aussi qui vont se retrouver en cardiologie pour des crises cardiaques, pour des petits bobos comme ça. Voilà. Il y a combien de types de diabète, docteur? Justement, vous avez parlé des En réalité, il y a 4 types de diabète. Donc, je vous ai parlé d'insuline qui est l'hormone qui permet d'utiliser tout ce qu'on mange. Donc, il y en a qui, quand ils naissent très tôt, donc les enfants en général, le pancréas n'arrive plus à produire cette hormone-là. Ça, c'est le diabète de type 1. Et il y en a qui vivent longtemps, un certain temps, 38, 40 ans,
avant d'avoir le diabète. Donc le pancréas fabrique un peu d'insuline, mais après, le pancréas s'épuise un peu. Donc c'est le diabète de type 2 en général. Et ceux-là, ils sont les plus nombreux, 95%. Et puis il y a des diabètes qui sont dits secondaires, c'est-à-dire qu'il y a une maladie en dessous. Donc ça peut être le foie, ça peut être le pancréas, ça peut être d'autres maladies, ça peut être même des médicaments. C'est ce qu'on voit un peu dans les marchés maintenant. Vous connaissez les corticoïdes, ce sont des produits qui sont utilisés par des médecins. Quand ils sont bien prescrits, ils font de bonnes choses, mais quand c'est mal utilisé, ça peut être source de diabète. Et puis il y a le diabète qui est en rapport avec la grossesse. Il y a des femmes, quand elles ne sont pas enceintes, elles ne sont pas diabétiques. Et quand elles sont enceintes, elles deviennent diabétiques. Et le jour où elles accouchent, le diabète s'en va. Le diabète gestationnel. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir dans quelques instants sur ce plateau. Le temps pour nous de retrouver notre équipe mobile qui a longé les rues d'Abidjan pour vous poser la question sur cette maladie mesquine qu'est le diabète. Je connais quelqu'un en Makori qui en est décédé. C'était difficile, hein. C'était difficile, on l'a vu se dégrader peu à peu, sans pouvoir presque rien faire, quoi. J'ai fait un diabète gestationnel et pendant la grossesse, je prenais 3 insulines par jour. C'est-à-dire 3 sortes d'insuline que en fait, je me piquais 5 fois par jour. Et la dernière injection que je me faisais était aux environs de 23 heures. Voilà, et puis bon, ce diabète gestationnel a engendré en fait ma césarienne. J'ai déjà fait un bilan de santé, mais je ne suis pas diabétique. Vraiment, je m'en réjouis parce que je sais le mal que cette maladie a fait aux gens. Ce que cette maladie a fait à ma grand-mère, donc je ne peux pas avoir ça. Et puis un de mes proches, même au pire ennemi, je ne le souhaite pas. Le gars, il va à l'hôpital, on dit bon, ne mange pas ça, ne mange pas ça. Mais est-ce que lui-même a les moyens de ne pas manger ça? Il mange ce qu'il trouve sous les mains. Il ne peut pas trier la nourriture. D'abord, il n'a pas les moyens pour manger. Il n'a pas les moyens pour se soigner. On doit chercher à dépister pratiquement toute la population. Parce que les gens ne savent pas. Quand tu ne sais pas, tu vis avec. Et puis du coup, voilà, si tu tombes sur le coup de la maladie, tu n'as pas eu de chance, tu pars. Sans savoir que tu as... Alors, les Ivoiriens donc se sont prononcés au niveau de cette maladie. Docteur, la question qui revient souvent, est-ce qu'on a toutes les informations par rapport au diabète? Parce qu'on a l'impression qu'on découvre ça en passant. Est-ce qu'on a des habitudes? Est-ce qu'on a toutes les informations? Est-ce qu'il y a beaucoup qui est fait? C'est le moment aussi pour vous de dire ce que vous avez à dire par rapport à l'évolution de cette maladie en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes. Alix, tout à l'heure, hors plateau, on parlait de... Il y a des enfants, il y a du diabète très tôt chez les enfants. Expliquez-nous un peu tout ça, s'il vous plaît. Oui, c'est-à-dire que la difficulté dans nos pays en général, c'est que tout le monde ne parle pas français. Et voilà, donc on a des petits problèmes de communication. Donc c'est un peu à ça que c'est la journée mondiale du diabète. Ça nous permet à nous, professionnels de santé, mais également les ONG, les associations, de diffuser un peu des messages partout, sur dans tout le monde entier, parlant du diabète, ce que c'est en définition, en termes de définition, en termes de traitement, en termes de comment prévenir. Voilà, donc on essaie de faire comme ça. Mais n'oubliez pas que l'hôpital en Afrique, malheureusement, c'est encore conçu comme un endroit où on ne vient que quand on est malade. Voilà, donc la prévention en tant que telle, elle ne se fait pas tellement. Voilà, idéalement, ce serait que ça se fasse de plus en plus. Donc on essaie de faire des informations, de donner l'information comme on peut. Vous avez vu que chez vous, on est arrivé, mais sur 500 personnes, il n'y a eu que 181 personnes qui se sont portées volontaires pour participer au dépistage. Voilà, idéalement... Les résultats sont bons? Les résultats ne sont pas, quand on dit sont bons, c'est péjoratif. Ils ne sont pas alarmants? Ah non, ce n'est pas ça qui fait peur. Ce qui fait peur, dans ce qu'on a vu chez vous, c'est qu'il y a des gens qui ne savaient pas diabétiques et chez qui on a découvert le diabète là. Alors, à quel moment, docteur, on dit qu'une personne est diabétique? La constance des résultats trouvés, ce que vous avez dit là, ou bien à quel moment? Oui, la constance. Quand on fait une fois à jeun, que vous êtes à 1, on dit c'est officiel, vous êtes diabétique, ou bien on fait ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour voir? Non, idéalement, les critères, c'est-à-dire que quand la glycémie est normale, elle est inférieure à 1, donc on laisse passer un certain temps pour refaire le test.
Mais si la glycémie est entre 1 g et 1,26 g, il faut faire plus fréquemment le test. Et quand ça dépasse 2 fois 1,26 g, ça veut dire que ça peut être le même jour, ou bien 2 jours à une semaine d'intervalle, ou bien 2 fois quand quelqu'un a déjà un carnet de santé. Quand vous regardez ce jour-là, vous voyez, il a dépassé 1,26 g, vous fouillez dans le carnet, il y a déjà une valeur qui dépasse 1,26 g, il est diabétique. Au pire des cas, même s'il n'a pas d'anciens résultats, il mange, on fait le test. Parce qu'après le repas aussi, s'il dépasse 2 grammes automatiquement, il est diabétique. Parce qu'il y a des signes qui font penser au diabète en général. Voilà. Et puis il y a des examens qui sont un peu plus particuliers, qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, qu'on peut faire sur place, et puis qui vont nous dire que la personne est vraiment diabétique. Docteur, là, vous nous avez donné le mécanisme de détection du diabète. J'ai envie de revenir sur la sensibilisation, parce que le but de cette émission aussi, c'est de toucher la population dans son entièreté. Au niveau de l'arrière-pays, des populations qui ne sont pas forcément lettrées quand on connaît le taux d'analphabétisation de notre pays. Alors, quelle stratégie à ce niveau-là? Il n'y a pas une décentralisation de l'information spécifiée en fonction des langues? On en a 60, il y en a quand même qui parlent. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire. C'est plat là-bas? Non, ce n'est pas silence radio, mais on essaie. Vous savez, avant 2012, en Côte d'Ivoire, il n'y avait que 2 centres où on prenait en charge les diabétiques. Là, maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a quand même 29 centres. Donc, toutes les régions de la Côte d'Ivoire, dans toutes les régions, on a mis en place des structures. Et donc, il y a des médecins qui sont chargés avec les ONG de sensibiliser un peu. Donc, il y a des passages radio, des radios de proximité. Voilà, on essaie de faire un peu ce qu'on peut. On sent un peu de... Quand on vous entend parler, on sent beaucoup de volonté, mais on sent un peu de dépit. On sent qu'il y a un manque criant, un criard de moyens. Qu'on ne touche pas la cible, on ne touche pas du doigt l'objectif. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Vous restez sur votre faim. Oui, si vous avez peur d'en parler, on ne va pas vous aider. Ou bien, je ne sais pas, le ministre ne va rien vous faire. Il y a des difficultés, il faut les exposer. Oui, exposez-les, dites ce qu'il faut. Parce que la santé de la population, c'est très important. Non, rassurez-vous, on n'a pas peur. Et ce qu'on fait, nous en tant que médecins, ce qu'on fait, nous, on pense le faire pour que les gens comprennent un peu de quoi il s'agit. D'accord, on va revenir tout à l'heure. Le temps pour vous de mettre, en tout cas, vous allez nous dire ce que vous voulez vraiment pour que la lutte puisse vraiment aller, que la Côte d'Ivoire se porte bien au niveau, qu'il y ait le moins de diabétiques possible. Mais on va passer par ce témoignage-là, recueilli par nos envoyés spéciaux sur le terrain. J'ai été hypertendu pendant plus de 15 ans et c'est en 2013 que j'ai su que j'étais diabétique. Il faut dire la vérité, quand la première fois j'ai su que j'étais diabétique, le médecin qui m'a reçu, je vais taire son nom, m'a tellement effrayé que je me suis dit, bon, je sais que je vais mourir d'ici l'année prochaine. Bon an, mal an, je suis allé un peu. Avec les premiers traitements qu'on m'a proposés, j'ai hésité d'abord, mais j'ai accepté de faire. Il faut dire que je suis un malade récalcitrant. Parce que quand j'ai une boîte que je commence à utiliser, la boîte est finie. Pour renouveler, il va falloir qu'on me tire les oreilles un peu. Aujourd'hui, le diabète étant une maladie assez récurrente, il serait souhaitable que les autorités s'investissent pour qu'on prenne le diabète en charge au niveau de l'État. Parce que moi-même, en tant que retraité, si je dois investir 10 000 15 000 francs tous les mois, rien que pour le diabète, c'est pénible. Et encore, j'ai la chance, j'ai le diabète dit type 2. Donc, je ne prends que des comprimés. Et ceux qui sont à l'insuline, leurs charges sont beaucoup plus énormes. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on fait pour les diabétiques que nous sommes? Si l'État peut s'investir pour prendre en charge les médicaments pour le diabète, ça va être bien. Voilà, plusieurs interrogations dans ce témoignage d'une personne vivante avec le diabète. On a envie tout de suite de vous poser la question, qu'est-ce qui est fait au niveau de la tutelle? Qu'est-ce qui est fait pour la prise en charge?
Ok, pour ce qui est de la tutelle, il y a beaucoup de choses. Déjà, je vous ai parlé de la décentralisation, mais même en termes de médicaments. Donc l'État fait des efforts pour pouvoir baisser les coûts des médicaments. Il y a quelques années, pour ceux qui sont au courant, les insulines coûtaient à peu près 19 000 francs le flacon. Là, maintenant, vous pouvez l'avoir à 2 500, 2 600 francs le flacon. Voilà. Même les comprimés, on est rentré dans l'ère des génériques. Donc même les génériques sont rentrés à la nouvelle PSP. Donc la nouvelle PSP, c'est la pharmacie publique qui va permettre d'avoir des médicaments moins chers à travers toute la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, il y a encore une bataille à gagner parce que la CNAM ne prend pas encore en charge le diabète et l'hypertension. Par contre, les mutuelles habituelles prennent en charge, sauf pour le moins la CNAM. Donc je pense que l'effort à faire, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudra voir pour que ce soit pris en compte. Sinon, les assurances privées, tout le monde essaie de prendre en charge un peu, aider. C'est un combat justement parce que quand on sait que la CNAM devrait couvrir tout le pays, toute la population, parce que c'est une population, c'est une proportion infime qui peuvent s'octroyer des mutuelles privées, c'est pas très évident, c'est pas équilibré à ce niveau. Ce qui fait dire à d'autres personnes que le diabète c'est une maladie de riches. Mais alors, docteur, un fait très important, aujourd'hui on assiste de plus en plus à trop d'amputations, on va dire rapides, systématiques, alors qu'il y a des solutions palliatives qui peuvent exister, non? Oh non, les amputations ne sont pas systématiques. La difficulté, c'est que on va trop facilement vers les amputations. Ou c'est la complication qui intervient au niveau tardif? Elle n'est même pas la plus fréquente des complications. C'est parce qu'elle est dramatique. Voilà, sinon elle n'est pas la plus fréquente. C'est à peu près 15% des diabétiques, comparé à l'atteinte des yeux, qui peut atteindre la moitié des diabétiques. Vous voyez, voilà. La première cause de dialyse, c'est le diabète. La première cause de cécité, c'est toujours le diabète. Mais ce qui fait la gravité du pied, c'est que les gens ne savent pas en général qu'ils sont diabétiques. Ils apprennent tardivement. Ouais. Ils apprennent tardivement parce qu'ils ne veulent pas faire les tests. Ils ne veulent pas faire les tests, mais en plus, quand ils font les tests, il faut accepter de prendre des médicaments. Les gens ils vont préférer soigner la plaie qui est visible au lieu de soigner le diabète. Normalement, il faut soigner et le diabète et soigner la plaie. Donc, il faut soigner les deux ensemble pour qu'on puisse arriver à guérir complètement. Voilà, donc, parlons de l'adage qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Vous avez parlé du faible taux de prévention ou du faible taux du test même du diabète. Quelle est la fréquence adéquate pour pouvoir se faire dépister régulièrement, pour voir si ça va, la routine? Idéalement, quand on a dépassé déjà 35 ans, 38 ans, toutes les fois qu'on fait un dépistage gratuit, il faut y participer. Quand on est en entreprise, c'est au moins une fois dans l'année. Tous ceux qui sont en entreprise... De bons indicateurs. Oui, au moins une fois dans l'année, au moins. OK. Docteur, aujourd'hui, on parle de plus en plus de la thématique mère et enfant. Alors, diabète, mère et enfant, quelle corrélation? Est-ce qu'il y a de plus en plus de choses à dire à ce sujet-là? Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Je peux vous dire, par exemple, dans le monde, il y a quand même 21 millions de grossesses, qui sont concernées par le diabète. 21 millions? Oui. Waouh. Donc, c'est vraiment pas une naissance sur 7 est concernée par le diabète. Dans le monde? Dans le monde. Donc, c'est pour ça que nous allons vers les maternités systématiquement et on impose maintenant que les gens fassent des contrôles de glycémie. Avant, les gens faisaient des bandelettes urinaires pour voir s'il y a du sucre dans les urines, dans le suivi des grossesses. Ça, c'est des méthodes qui sont à bannir. C'est ce qu'on dit aux médecins, c'est ce qu'on dit aux sages-femmes. Il faut actualiser. Il faut faire la glycémie. Parce que pour qu'il y ait du sucre dans les urines, il faut que le niveau de sucre ait atteint un certain taux dans le sang, passé dans les urines. Alors que quand la femme est enceinte, son taux de sucre, là on va revenir sur les valeurs, la valeur change. Pendant la grossesse, le taux de sucre ne doit pas dépasser 0,90, 0,92 quand on n'a pas mangé. Et même quand on a mangé, ça ne doit pas dépasser 1,20 g. Donc comme le niveau baisse, il faut plutôt faire des glycémies réelles pour pouvoir voir si la glycémie est normale ou pas pendant la grossesse. Docteur, pour toujours s'appesantir sur le sujet de la mère ou de la femme enceinte et du diabète, pourquoi cette spécification particulière? Toutes les grossesses sont intrinsèques, elles sont différentes, mais quand on arrive à une grossesse avec un diabète, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Bon, on ne peut pas tellement vous dire. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'en Afrique, on aime bien les beaux bébés. Quand on dit un beau bébé, c'est un gros bébé. Donc il fait plus de 3,8 kg, plus de 4 kg. Or, quand un enfant fait plus de 4 kg,
Dans notre langage, on dit il pipe la mère. Pour dire que le diabète est devant. Ah bon? Ah oui. Ah d'accord. Donc dans le suivi de la grossesse, il faut suivre le poids, c'est des indicateurs. C'est des indicateurs. D'accord. Ouais. Quand on mesure la hauteur utérine, tout ça, le suivi doit être un peu rapproché, il faut faire des échographies, il faut regarder, il faut faire des contrôles. Il ne faut pas se laisser dominer, comme on dit. Il faut voir clair dans ce qui se passe. Et quand on a fait un enfant de plus de 3,8 kg, ça c'est un bip. Et la mère risque d'avoir le diabète plus tard. Ah oui. Donc, il y a des, vous savez, c'est un peu nos mentalités et autres. Donc, quand vous dites plus tard, ça va venir après l'accouchement, non, dans sa vie autour future, de la quarantaine. Autour de la quarantaine. Ah, d'accord. Quand vous dites bip, pour expliquer à ceux qui nous regardent, peut-être qui sont dans le milieu rural, qui ne comprennent pas, quand bip, ça veut dire qu'il faut faire attention, ça vous alerte, ça doit vraiment... Quand vous mettiez au monde un enfant de, quand vous dites bip, 4 les Ivoiriens comprennent. Voilà, de 3,8 kg, 4 kg, l'enfant il est né, tout le monde est content. Ah, il a fait un beau bébé, il est bien gros. Il faut faire attention au niveau de la quarantaine. Donc ce principe, ce mécanisme de faire attention, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? C'est l'alimentation, il y a l'alimentation de la mère, de la mère. Bon, l'enfant pas trop, mais la mère. Et puis l'activité physique. Vous voyez là, maintenant, les enfants ont tendance à avoir des dispenses scolaires pour ne pas faire du sport. Alors que le sport, c'est 3 fois par semaine. En tout cas. Bon, même pour parler d'asthme, même un asthmatique, il doit faire du sport. Le sport, c'est au moins 3 fois par semaine. Absolument. Et maintenant, même les jeux d'enfants, c'est les gens tout est tactile, on est sédentarisé. Voilà. On ne bouge pas. Alors qu'avant, il y avait le football, il y avait la marche pour aller à l'école. Les dinettes pour la cuisine. Les positions OASU, tout ça. Voilà. Donc, c'est des choses, c'est des actions comme ça qu'il faudrait plutôt reprendre et qui prennent vraiment de la force. Voilà, pour que les choses marchent mieux. Merci infiniment à vous, docteur Sibahi, les 25. On va terminer malheureusement cet entretien parce que vraiment, on doit rendre l'antenne à nos amis de rendez-vous. Merci à vous. Alix, merci infiniment. Merci d'être resté en notre compagnie, mesdames et messieurs. Matin Bonheur, c'est ça, hein, l'émission qui vous donne les informations, l'émission qui est plus proche de vous que votre télécommande. Bonne journée. Vivez de belles émotions avec